L'entrepôt du bricolage, filiale du groupe Samsey, vous présente Si on parlait. Ouais, parce que c'est important de regarder aussi ce qui se passe près de chez nous. Télé Grenoble vous donne la parole tous les jours du lundi au vendredi à 19h15, 20h15 et 23h15. Aujourd'hui, avec nos invités, on va parler d'une cabane de Chartreuse qui a vu défiler les grandes stars du cinéma français et d'un chanteur grenoblois expatrié à Paris mais qui revient jouer à domicile dans quelques jours. Et pour parler de ces sujets, j'ai à mes côtés Pierre Donnoré, bonjour. Bonjour. Auteur, compositeur, interprète, c'est vous le chanteur grenoblois qui serait début février sur la scène de l'espace Paul Jargot à Crolles. En face de vous, Jean Lovera, bonjour Jean. Bonjour. Vous êtes maire de Sarcenat, architecte de formation, vous êtes également un grand tennisman dans votre carrière sportive. Bienvenue. On va parler avec vous d'un documentaire réalisé par Marc Zeny. Bonjour Marc. Bonjour Thibault. Ce documentaire se passe en Chartreuse, je le disais dans l'introduction de cette émission. Un petit coin de Chartreuse, situé à quelques kilomètres de Grenoble. Un endroit qui réserve pas mal de surprises dans une cabane en bois qui a vu passer beaucoup de monde. J'ai le casting, Catherine Deneuve, Jean-Paul Belmondo, Gérard Depardieu, Bernard Blier, Jean Carmé, Charles Aznavour, notamment, sont venus jouer des films dans cet endroit un petit peu particulier. Comment vous avez eu vent de cet endroit, de ce lieu ? Alors moi, ça s'est passé assez simplement puisque je me baladais souvent en Chartreuse. Je me balade aussi souvent à Grenoble et j'aime bien fréquenter les librairies. Et j'étais tombé sur le bouquin de Jean. Donc autour, celui-là, voilà, exactement, autour de Chamchaude. Et je l'ai consulté et j'ai retrouvé cette cabane dans le livre, dans un chapitre particulier sur les tournages de films. Exactement. Voilà. C'est un dessin d'un livre de croquis, Jean, plutôt montagne. C'est un carnet de voyage fait en réalité autour de Chamchaude. Voilà. Donc, sur un territoire extrêmement réduit. Alors, il y a du cinéma, mais on trouve aussi des histoires d'habitants, les histoires du paysage, des vaches, de l'architecture aussi, de ce petit coin de Chartreuse. Ouais. Alors, ces films datent quand même un petit peu, pour les années 60, 70. Voilà. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que donc, suite à au bouquin, j'en ai parlé à ma famille, à mon père, donc il grande Giacomo Zeny, qui m'a dit, écoute, fais-en un film parce que c'est un vrai sujet. Et donc, j'ai fait mes recherches. Et avec l'aide de Jean, on a trouvé qu'effectivement, il y avait plusieurs films qui avaient été tournés. Et également que cette cabane avait toute une histoire. Et en particulier, avait une histoire liée aux habitants. Donc, le principe du documentaire, moi, je me suis amusé à faire présenter le documentaire par une journaliste antillaise qui viennent à la rencontre des indigènes du coin. Des montagnards les montagnards. Donc c'est ce décalage qui m'a un peu amusé pour traiter ce sujet. Et c'est vrai qu'on a fait des rencontres très intéressantes, amusantes. Et il est arrivé ce qui devait arriver avec cette journaliste antillaise. Elle a lu ce qu'on appelle le syndrome de Stendhal. C'est-à-dire, elle a eu un choc, puisqu'elle ne connaissait pas ces lieux, elle a eu un choc un peu esthétique, émotionnel, quand elle est arrivée au milieu de ces montagnes, de la neige. Et elle est retournée aussi en été pour reprendre encore une petite dose de Chartreuse. Et ça lui a fait beaucoup de bien. Et ce qui a permis de donner un peu ce ton amusant au documentaire. Et également de retomber, comme toujours, amoureux de ces paysages qui sont magnifiques. Alors, elle se trouve où exactement, cette cabane Elle se trouve sur la commune du Sapé en Chartreuse, sur la route des Combes. Donc, chemin qu'on emprunte naturellement, soit pour les balades, pour monter vers les Mindras, soit sur les pistes de ski de fond, tout à fait au bord des pistes de ski de fond. Elle avait été construite par une association qui était les Amis de la Nature. Et c'est une cabane qui servait un petit peu de cabane de chasse. Enfin, ils se retrouvaient pour des petites fêtes. Et donc, elle a une très belle histoire. Elle n'est plus aujourd'hui dans son jus. Hein. Elle a été transformée. Elle appartient aujourd'hui à un propriétaire privé. Mais comme on peut la voir dans les films, elle avait un caractère très canadien, assez rugueux.
et qu'elle a perdu un petit peu aujourd'hui. Elle ressemble plutôt à une cabane de style finlandais aujourd'hui, un peu rose et verte. Ouais, là, ce sont les images qu'on a vues, c'est la cabane comme on peut la voir aujourd'hui, la peinture un petit peu défraîchie, mais les couleurs pastel. Mais effectivement, il y a une trentaine d'années, ça ressemblait à ça, extrait du film Buffet froid, avec un certain Gérard Depardieu. J'ai froid. Moi aussi. Respirez à fond. Oxygénez-vous, profitez-en. Pour une fois qu'il pleut pas. Mais je sens plus mes pieds. Moi non plus. Vous avez mis vos grosses chaussettes de laine? 2 paires. Allons faire un tour, ça nous réchauffera. Non, merci. Les sous-bois, ça m'inspire pas. Je préfère avancer en terrain découvert. Elle m'angoisse, cette forêt. On avait dit que si le temps se levait, on irait faire une cueillette. Une cueillette de quoi? De champignons. Le mec qui me fera bouffer des champignons, il est pas encore né. D'ailleurs, il va pleuvoir. Buvons un coup de rouge. Il me fout l'estomac en l'air, leur picrate, il est trop vert. Vous êtes chiants, les gars. C'est pas nous qui sommes chiants. C'est la nature qui est chiante. Bon, ceux qui connaissent Buffet froid, un film qui a une trentaine d'années, reconnaissent le style dans ce trio d'acteurs, Jean Carmet, Bernard Blier, Gérard Depardieu, il y a du lourd là. Voilà, donc il y a du lourd et je tiens à remercier Bertrand Blier, le réalisateur, qui m'a autorisé à utiliser cet extrait qui a permis de déclencher le documentaire. Et alors ce qui est amusant, c'est effectivement ces 3 personnages assez acrimonieux et qui disent que la nature est chiante. Et donc on est un peu le basculement de cette fin des années 70 où la Bretagne se transforme et devient maintenant un terrain de loisirs. On est tous assez émerveillés des paysages, mais il ne faut pas oublier qu'il y a quelques personnages aussi qui ne supportent pas le froid. Ni le calme. Ni l'humidité. Ni l'humidité. À chaque tournage, ces acteurs séjournaient plusieurs semaines dans le village du Sapé. Alors moi j'ai habité une dizaine d'années au Sapé avant d'habiter Sarcenat et j'ai rencontré pas mal de gens qui ont vécu ces scènes, notamment avec Buffet froid, parce que les acteurs étaient dans le village, ils étaient hébergés à l'hôtel des skieurs, et donc tous les soirs c'était quand même une animation assez considérable. D'ailleurs les habitants du Sapé venaient sur le lieu du tournage, j'avais mis une petite rubalise, et ils ont suivi ça, et donc moi c'est l'ancien maire qui m'a raconté des scènes qui étaient vraiment assez joyeuses. On a encore des témoignages aujourd'hui de leur passage, d'autant plus que certains étaient aussi intéressés par les voitures, le passage du rallye de Monte-Carlo, et donc la famille Jaille de l'hôtel des skieurs les a tous rencontrés. Il a gardé les photos. Hein. Et Belmondo est venu d'ailleurs à ce moment-là avec Ursula Andress, qui était au Sapé, qui n'est pas dans le film. D'ailleurs, André Jaille raconte dans le documentaire que c'était une ambiance formidable. Et il a dit quelque chose qui m'a assez étonné. Il a dit, à cette époque, il y avait le contact. Les gens se parlaient. Il n'y avait pas les réseaux sociaux, mais voilà. Il y a peut-être une autre forme de... Voilà, donc c'est peut-être quelque chose qui serait bien de retrouver et qui permet, ce que permet un peu les endroits un peu magiques comme cette cabane. Je crois que d'ailleurs, François Truffaut, un des réalisateurs, revenait régulièrement au Sapé, même quand il n'y avait pas de tournage. Il a fêté son anniversaire là-bas. Bah oui, il est revenu tourner La femme d'à côté après La sirène du Mississippi, oui. Et, parce que c'est une région vraiment qu'il aimait beaucoup, qu'il appréciait. Oui. Est-ce qu'elle a été utilisée en hiver, cette cabane? On a vu des images d'été tout à l'heure. Oui, dans 2 films, en tout cas pour La sirène du Mississippi, la scène avec Belmondo et Deneuve, et avec Tiré sur le pianiste aussi. Ces 2 scènes se passent en hiver. Est-ce qu'elle était utilisée le reste du temps? Elle est peu confortable hein, par ses propriétaires. Donc en hiver, c'était peut-être un petit peu plus compliqué, d'autant plus qu'il y avait des quantités de neige à cette époque très importantes. Donc elle n'était pas facilement accessible. Elle est habitée aujourd'hui Non, elle n'est pas habitée. Non. Et voilà, moi ce que je tiens à rajouter aussi, c'est que, alors on part le documentaire part de cette cabane et ensuite on
on fait un dézoomage arrière et on va à la rencontre un peu des lieux secrets du coin. Donc je ne dévoile pas tout parce que c'est dans le documentaire, mais en particulier avec Jean, on a découvert des bornes de propriété qui remontent justement à l'époque de Chérubin Bel, le père de Stendhal. Ouais. Et en fait, on est toujours à Grenoble ou autour de Grenoble rattrapé par Stendhal. C'est ce qui est formidable en Chartreuse, c'est qu'on a des traces d'histoire depuis Saint-Bruno qui a emprunté ce chemin. D'ailleurs, aujourd'hui, on court encore sur ces chemins, on y skie pour aller construire le couvent de la Grande Chartreuse. Mais on a de nombreux récits. On en a de Stendhal, de Rousseau, bien sûr. On a de grands écrivains qui sont passés par là et qui s'émerveillent à la fois des paysages, mais c'est des paysages aussi qui étaient à ce moment-là très austères. Les forêts de Chartreuse étaient absolument impénétrables et c'était une aventure d'entrer en Chartreuse. Et donc on retrouve des bornes, des repères de paysages qui sont des dalles qui sont marquées en Chartreuse. On conserve quand même ce caractère un peu mystique et certains lieux même énigmatiques. Alors le passage de Stendhal est tout à fait étonnant parce que on doute qu'il ait vraiment exploré tous les paysages dont il parle. C'était assez coutumier chez Stendhal d'en rajouter, oui. Mais en tout cas, son père, Chérubin, a été propriétaire pendant une dizaine d'années, à partir de 1800, de l'auberge qu'on appelait château, le château de Sarsenat. L'auberge de Sarsenat. Donc, son passage est absolument attesté dans nos livres en mairie. Alors, voilà. Si vous promenez encore dans ces bois, d'ailleurs, il y a cette ambiance un peu romanesque qu'on peut déceler. Et puis, on croise l'âme de Stendhal. L'âme de Stendhal, et il y a quelques fantômes aussi. Si Balzac, vous ouvrez grand les yeux, Balzac il y a quelques aussi, fantômes. Alors, fait un séjour à Nantes. Voilà, soyez quand même méfiants. Moi, je préférerais croiser Catherine Deneuve, mais bon, ouais. On ne choisit pas les fantômes qu'on peut croiser. En tout cas, j'invite les téléspectateurs à découvrir ce documentaire qui sera diffusé sur l'antenne de Télé Grenoble ce week-end, samedi à 15h et dimanche à 20h30. C'est à quelques kilomètres de Grenoble et moi, croyez bien connaître le coin, j'ai appris plein de choses en le découvrant un petit peu en avant-première. J'ai appris par exemple que le Sapé fut un des hauts lieux du tourisme il y a plus d'un siècle. On y a pratiquement un des premiers endroits où on a fait du ski. Absolument, c'était les premières remontées mécaniques, donc tout à fait au début du siècle. Et puis le début du tourisme, on a les premiers guides de tourisme dans les Alpes, avec la grande traversée des Alpes qui passait par le Sapé, le col de Porte et ensuite la Grande Chartreuse. Donc on a une belle histoire, à la fois du tourisme et l'histoire du ski, avec le Sapé, le col de Porte. On a été dans ce domaine plutôt des pionniers dans les Alpes. Alors le ski au Sapé perdure encore, pas tous les ans, mais là on voit des images qui ont été faites il y a quelques jours. La neige était là avant les vacances de Noël, donc la station du village a pu tourner. Ça fait partie aussi un peu de l'identité de ces petits villages de montagne, de vouloir conserver leur domaine skiable. Et oui, comme on le sait, tous les Grenoblois, les petits Grenoblois ont appris à skier au col de Porte. Et la fréquentation, c'est jamais démenti depuis toutes ces années. Alors, les installations étaient quelque peu vieillottes. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, on a un certain nombre d'élus, de privés aussi, qui essayons de développer le col de Porte et le Sapé, à la fois dans le domaine du ski alpin. Donc là, on voit les images du tapis qui a été mis en place déjà l'an passé, mais aussi du ski nordique et du biathlon qui s'est beaucoup développé ces dernières années. Mais ce sont deux stations qui ont une vocation à être des stations 4 saisons. On pratique cette moyenne montagne tout au long de l'année. Mais on a la chance d'avoir un enneigement tout à fait intéressant pour une station de moyenne altitude. Ouais, le col de Porte est réputé pour ses hauteurs de neige, même si elles sont moins importantes, paraît-il, qu'il y a 30 ans. Mais je crois que l'hiver actuel, vous êtes plutôt bien servi. Oui, parce qu'on a eu de la neige dès début novembre et la station est restée ouverte depuis, en effet. On va découvrir, on le voit sur ces images. Il y a aussi un beau domaine de ski nordique, plus important d'ailleurs que le domaine de ski alpin.
Alors, le ski nordique est très prisé parce que bon, il est à 20 minutes de Grenoble. Il est desservi par la ligne 62 de Semitag. Donc, c'est vraiment intéressant. On peut partir avec ses skis de Notre-Dame pour arriver directement au col de Porte et skier 2 heures. C'est tout à fait exceptionnel en France, ce genre de propositions. Et le domaine nordique, oui, se développe beaucoup parce qu'on a des associations, on a les scolaires, on a beaucoup de monde qui vient pratiquer le ski de fond et le biathlon aussi, qui s'est beaucoup développé, qui marche aussi en été avec les pistes de ski roue. Donc on pratique aussi le biathlon et le ski de fond en été. Marc, est-ce que vous avez un autre projet de documentaire en tête après nous avoir fait découvrir, mis en image ce coin de Chartreuse et cette cabane magique presque? Oui, l'idée, c'est toujours d'explorer un peu les secrets de notre beau pays. Moi, ce qui m'intéresse, c'est un peu en opposition au mondialisme culturel, c'est de faire un peu du localisme culturel. Ça ne va pas vous déplaire. Ah non, nous, on est sur ce créneau-là à 100% à Télé Grenoble. Donc, effectivement, là, je suis en recherche effectivement d'autres décors dans la région qui ont des histoires. Bon, je sais qu'il y a le pont de Chiron, d'ailleurs où a été tournée la fin de Buffet Froid. Et effectivement, on continue encore à m'associer avec le parc naturel régional de Chartreuse qui m'a soutenu sur ce projet, développer d'autres films parce que c'est effectivement un territoire magnifique et qui mérite des images et qui mérite des visiteurs. Donc, continuer à explorer visuellement ce territoire. Et puis rendez-vous donc samedi 15h et dimanche 21 janvier à 20h30 sur l'antenne de Télé Grenoble. Pierre Donohue, si vous cherchez un endroit bucolique pour tourner un clip, cette cabane, à mon avis, elle a servi au cinéma, elle a servi sur les documentaires, mais peut-être pas encore pour un clip musical. Je suis persuadé que le documentaire va être passionnant et j'adore tellement cette région, ça fait plaisir d'y revenir à chaque fois, moi qui ai grandi là. Et alors c'est drôle puisque je réalise que beaucoup de réalisateurs sont venus, notamment ceux que vous avez cités. Et de l'autre côté de la Chartreuse, au pied du Saint-Hénard, c'est Claude Berry qui avait fait son premier film, Le vieil homme et l'enfant, avec Michel Simon, qui a été tourné dans ma maison où j'ai grandi en fait à l'époque. Et donc je réalise qu'effectivement ça pourrait être un thème de documentaire. Tous les grands réalisateurs français, j'ai le sentiment, sont passés par ici. Ils passent, c'est sûr. Ouais. Donc, voilà, quelle belle... Le Miracle des loups avait commencé en 1924, le premier film qui a été tourné au col de Porte. 1924, le premier film. Ah, donc il y a encore de la matière à ressortir des. Et j'ai fait un clip au Sapé, la chanson Tout s'envolera, qui a été tournée avec un drone au Sapé, notamment, dans la neige. Bon, voilà, le Sapé reste dans l'actualité. Vous, votre créneau, c'est la musique. Vous êtes auteur, compositeur. J'ai vu dans votre bio que c'est finalement un peu Gainsbourg qui a lancé votre carrière. Le nom fait bien. C'était un trophée qui s'appelait Serge Gainsbourg, qui était un petit trophée régional. Par contre, effectivement, comme je l'avais remporté, ça reste sur la bio. Bon, votre premier album, vous l'avez sorti en 2010. Le deuxième, il est là. L'amour en deux est sorti en 2016. Vous prenez votre temps pour écrire vos chansons. J'ai fait un autre album en 2014 qui s'appelle Maintenant, qui est un EP, c'est un mini-album. Voilà, j'avais fait une première EP aussi, donc j'ai fait un EP, un album, un EP, un album. Et puis le prochain, je ne sais pas si ce sera un EP ou un album. On verra. Je crois que vous avez hésité un temps avec une carrière de journaliste. Ah, c'est vieux ça, effectivement, quand j'étais au lycée des Grésivaudan de Mélan. Oui, regardez, j'ai retrouvé, alors c'est pas vos articles, mais c'est la une du journal sur lequel vous collaboriez, c'est ça? Exactement, Génération, qui était le journal du lycée, qui avait eu une belle visibilité, puisqu'on était distribué dans tous les kiosques de la région. Et j'avais fait pas mal d'interviews, effectivement, de tous les artistes et politiciens et sportifs qui m'intéressaient à l'époque. Ouais. Il y a des grandes journalistes de télévision aujourd'hui qui sont passés comme vous par l'école de Génération et qui sont restés dans le milieu. Salut à Radou Batatoresco, qui était le grand patron de ce journal créé par des lycéens de Mélan, en l'occurrence. Vous écriviez déjà des chansons à l'époque Je commençais. Ouais, je commençais. J'en avais fait quelques-unes, mais je n'avais pas encore appuyé sur l'accélérateur. Ouais. Bon, depuis, les choses se sont enchaînées. Pour découvrir un petit peu l'univers de Donohue, je vous propose un petit medley de ces dernières chansons en 1 minute. Au bout de tous tes rêves envolés, de vouloir tout, de ne rien abandonner, car ce monde est
tout te donner. Je rêve de Barcelone, de ces sirènes tatouées qui à la nuit entière se donnent jusqu'au sourire fatigué. Que vois-tu dans le ciel, dans ce vide éternel, à part un clair de lune et des étoiles dans la brume? Il faudra regarder tous les soleils couchants, remercier l'univers d'être toujours vivant. Et toujours vivant, en pleine forme même, d'Honoré, je trouve. Ouais, bah, j'ai profité un petit peu de la région justement avec la neige qui est magnifique en ce moment. Donc, Parce que vous êtes parti à Paris il y a déjà un certain temps. Ouais. Pourquoi pour essayer de vivre de la musique, c'était plus facile? Ouais, notamment avant j'avais fait des études de commerce, donc je voulais travailler dans la musique, donc j'ai travaillé en maison de disques pendant un temps, dans l'édition musicale aussi. Et puis après je suis resté parce qu'effectivement on a plus d'opportunités de rencontrer des gens du milieu de la communication, de la musique à Paris. Et bon, je me suis établi là-bas depuis pas mal de temps. Chaque fois que je reviens à Grenoble, je me dis depuis trop longtemps. Mais ouais. Vous revenez là, notamment en ce début d'année, pour un projet qui va impliquer des jeunes écoliers de la région de Crolles. Hein. Exactement, ouais. On vient jouer avec tous mes musiciens les 1er et 2 février à l'espace Paul Jargot, donc à Crolles. Et effectivement, le directeur du théâtre m'a proposé de venir chanter et puis d'impliquer 120 élèves de CM2 de Crolles, donc de 2 écoles différentes. Et on a donc travaillé avec le chef de chœur qu'on voit là au piano, qui a fait donc les arrangements musicaux pour la chorale et qui fait répéter les enfants depuis septembre. Donc ils ont appris vos chansons, ils vous accompagneront sur scène? Sur quelques chansons, pas toutes, hein, mais par contre on aura effectivement 5-6 chansons ensemble. C'est un défi intéressant, particulier aussi d'associer des enfants qui ne sont pas forcément aguerris à ce genre de choses à un concert professionnel? Oui, je pense pour eux c'est une super expérience et pour moi également en fait, de redécouvrir ces chansons habillées des voix d'enfants, c'est très touchant. Et puis pour eux, je pense que ça fait une expérience assez unique de se retrouver face à un public. C'est une salle de 400 places à peu près, l'espace Paul Jargot, donc voilà, et puis on a eu une rencontre, pas mal de questions, voilà, parce que c'est des métiers qui font rêver évidemment, donc je pense que c'est vraiment un beau projet pour eux aussi. Bon, on sera jeudi 1er février à 18h30 et puis une séance également le lendemain, vendredi 2 février à 20h30. On fera gagner des places à nos téléspectateurs. Soyez vigilants dans les prochains jours sur les réseaux sociaux, parce qu'aujourd'hui on est sur les réseaux sociaux aussi, sur Facebook notamment. Vous pourrez aller découvrir donc d'Honoré et ses enfants. 120. Voilà. Non, je comprends pourquoi de temps en temps les albums s'enchaînent pas, c'est qu'il y a les enfants à faire en parallèle. L'amour en deux, je crois que vous êtes venu avec votre meilleur ami, hein, vous ne le lâchez jamais et vous allez finir cette émission avec un petit live acoustique. Je remercie également Jean Lovera, musicien également, on n'en a pas parlé, mais on va pas parler ce soir. Auteur donc autour de Chamchaude, qui a déniché cette cabane mise en image par Marc Zénith et qu'on pourra découvrir ce week-end sur Télé Grenoble. Nous, on se retrouve donc pour d'autres aventures. Demain, on aura Alain Calmat qui a porté la flamme olympique, comme Jean également. J'ai l'impression que vous êtes dans tous les coups. Je reviendrai demain. Jean Lovera. Alain Calmat qui avait eu l'honneur d'ouvrir les Jeux Olympiques de 68 en allumant la vasque. Pour l'instant, je ne vais pas demander à Honoré d'allumer le feu, mais de conclure cette émission. Avec la chanson L'amour en deux. L'amour en deux. J'ai 2 maisons et j'ai 2 chambres. J'y dors du dimanche au samedi. J'ai 2 Noël quand c'est décembre et des frères et sœurs 4 et demi. J'ai 2 gâteaux d'anniversaire quand il faut souffler les bougies. J'ai 4 grands-pères et 4 grands-mères qu'il faut aller voir le samedi. J'ai beau savoir qu'on fait ce qu'on peut, ils ont coupé l'amour en deux. Dans une maison j'ai un cartable, dans l'autre j'ai un sac à dos. Un mercredi je cours au stade et
et l'autre je répète mon piano. Dans une maison on mange à table, dans l'autre on se sert au frigo. Dans une maison j'ai pas de portable, dans l'autre j'ai mon numéro. J'ai beau savoir qu'on fait ce qu'on peut, ils ont coupé mon cœur en deux. Dans une maison on mange à table, dans l'autre on se sert au frigo. Dans une maison j'ai pas de portable, dans l'autre j'ai mon numéro. J'ai 2 doudous et j'ai 2 couettes, 2 fois plus de bonbons et de jouets. Et pourtant quelque part dans ma tête, je crois que moi je préférais. J'ai beau savoir qu'on fait ce qu'on peut, ils ont coupé mon cœur en deux. Quand je serai grand, je veux qu'une seule chambre, une seule Xbox pour mes amis, un seul Noël quand c'est décembre, un seul gâteau sous les bougies. Quand je serai grand, je veux qu'une famille, une seule pas de pas 4 et demi, une seule maison avec une seule fille, et qu'elle soit à nous pour la vie. J'ai beau savoir qu'on fait ce qu'on peut, j'amènerai de l'espoir pour deux. J'ai beau savoir qu'on fait ce qu'on peut, j'amènerai de l'espoir pour deux. L'entrepôt du bricolage, filiale du groupe SAMC, vous a présenté Si on parlait.